On utilise les ondes pour agir contre l'adversaire. Sur un champ de bataille saturé comme en Ukraine, ça peut aller très vite. Un des objectifs pour nous, c'est d'utiliser de l'intelligence artificielle et donc dans un environnement hyper brouillé, hyper dense, de détecter encore plus vite que l'oreille humaine. Depuis 2022, ça s'est répandu sur tout le champ de bataille. Ça commence dès le fantassin, qui a son brouilleur de poche, qu'il a pu bricoler grâce à des tutos récupérés sur les réseaux sociaux. Je passe un quartier libre avec un capitaine de la guerre électronique. C'est le capitaine Luc. Il appartient à une unité qui teste, développe, déploie des appareils permettant de détecter, brouiller, localiser des signaux électromagnétiques. Alors comment tout cela fonctionne? Est-ce qu'une Apple Watch ou des écouteurs peuvent être détectés par l'ennemi? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode de Quartier libre. Je suis le capitaine Bro et maintenant c'est parti pour ce quartier libre avec le capitaine Luc. Quartier libre. Bon, capitaine, vous êtes un spécialiste de la guerre électronique. Vous travaillez dans une unité qui développe, teste, déploie sur le terrain des appareils de guerre électronique, donc de détection, d'interception, de localisation. Est-ce que, d'abord, vous pouvez m'expliquer ce que c'est la guerre électronique? La guerre électronique, c'est l'action dans le spectre électromagnétique, mais contre l'adversaire. C'est-à-dire qu'on utilise les ondes pour agir contre l'adversaire, enfin, envers lui. Soit, et dans l'armée, on donne 3 modes, on parle de surveillance, d'attaque et de défense, soit en fait on intercepte ces émissions, et donc on en tire, on a accès à des discussions, on a accès à la localisation d'émissions, ça c'est le premier point, soit comme je vous le disais, l'attaque ou la défense, ça consiste surtout en du brouillage. Donc là, au lieu de capter ces émissions, on va aller produire des émissions plus fortes dans son oreille, entre guillemets, pour l'empêcher d'agir, ça c'est de l'attaque, en fait, le désorganiser, ou alors, dans le sens défense, pour nous protéger nous-mêmes. Alors, je vais revenir sur la partie attaque-défense un peu plus tard. D'abord, si on peut parler de la physique derrière tout ça, moi j'entends souvent ces termes et je les mélange. Électronique, vous avez dit électromagnétique, on parle parfois du cyber, à mon avis, ce qui n'est pas exactement votre sujet. Est-ce qu'on peut revenir sur ce que c'est, voilà, l'électronique, pardon, analogique, numérique, électromagnétique, vous pouvez me reclarifier ces notions? Oui, bien sûr. On va mettre analogique et numérique dans l'électronique. Ouais. Et en fait, à l'origine, à la base, il y a une émission d'énergie. C'est simplement une émission d'énergie, plus ou moins forte, et qui donc après occupe une place précise dans le spectre. Ça, c'est une onde, en gros. Voilà, ça crée une onde. L'émission d'énergie crée une onde. Et donc ensuite, la différence entre l'analogique et le numérique, vous prenez les postes radio de la Seconde Guerre mondiale, vous parliez dans le combiné, l'onde était transmise sous forme d'énergie sur une fréquence donnée. Numérique, en fait, elle est transmise ensuite de 1 et de 0, comme en informatique. D'accord. Et donc ça n'a rien à voir avec le cyber? Le cyber, au contraire, est lié à la guerre électronique. L'exemple le plus frappant, je pense que c'est pour le Wi-Fi, que tout le monde connaît. Votre modem Wi-Fi, il est soit en 2,4 GHz, soit en 5 GHz. Et donc, en fait, les communications que vous avez chez vous vers l'extérieur, elles sont transmises sous forme d'ondes. Tout ce que vous demandez en informatique est ensuite transmis sur des fréquences précises. Donc en fait, les chiffres deviennent des ondes. D'accord, mais alors pourquoi votre unité, elle s'appelle unité de guerre électronique et pas par exemple de cyberguerre ou de guerre électromagnétique? Quelle différence vous faites entre ces spectres-là? Pour moi, la cyberguerre, c'est vraiment la guerre dans le milieu virtuel, donc on pourrait dire à coup de clavier. La guerre électromagnétique, c'est celle qui se joue sur le champ de bataille pour, en gros, intercepter les communications de postes de commandement d'ennemis au sens large et de les brouiller. D'accord, ok, c'est beaucoup plus clair pour moi. Et dans les films, il y a tout le temps j'imagine que c'est évidemment romancé, mais il y a des opérateurs qui vont, avec des machines, couper les caméras ou couper les transmissions. Est-ce que c'est ça la mission de votre unité? Non. La mission de mon unité, c'est d'abord d'expérimenter, donc de tester tout le matériel de guerre électronique qui est existant, de donner un avis dessus pour orienter l'armée de terre dans ses acquisitions, et aussi la marine nationale et l'armée de l'air. Et le deuxième point, c'est l'innovation. Donc on peut fabriquer du matériel. Mais si on s'intéresse aux unités de guerre électronique qui existent en Alsace, sur le champ de bataille, on cherchera soit à intercepter les ondes, soit à les brouiller, justement. D'accord. Donc là, vous avez les deux modes d'action. Interception pour écouter l'ennemi, brouillage pour l'empêcher de communiquer. Vous vous spécialisez dans l'une ou dans l'autre ou ça fait partie de toutes les compétences de votre unité? Nous avons été créés il y a quasiment 70 ans, en 1958, pour être experts. C'est un peu pompeux,
Mais dans les faits, on est censé tout maîtriser de toutes les manières de faire de la guerre électronique. Tout à l'heure, vous avez parlé attaque, défense, renseignement. Donc, on reprécise. Une attaque électromagnétique, c'est quoi? Une attaque électromagnétique, c'est que vous avez face à vous un adversaire qui émet des ondes, vous voulez l'empêcher d'avancer, vous voulez le désorganiser, vous allez mettre plus fort que lui sur la même fréquence. Qu'est-ce qu'on met en plus fort? C'est quoi comme bruit? Un bruit encore plus fort. En fait, on se Quel qu'il cale. soit. Si vous êtes sur la FM, vous écoutez radio classique, vous émettez radio classique, je vais mettre encore plus fort que vous pour vous empêcher Là, vous d'écouter. mettez du gros rap. Oui, voilà, fond, mais ok. sur la même fréquence et dans votre direction. Il y a une chanson, une musique où il y a quelque chose qui ressemble à ce qu'on peut entendre justement sur la radio ou... Non, vous entendrez rien, ou alors ça crachotera, quoi. Et après, sur des outils plus sophistiqués, on verra ce qu'on appelle des pâtés. On verra que c'est impossible. Mais vous, à l'émission, vous n'avez pas une signature, il n'y a pas une musique que vous mettez en particulier, non? Non, je pense pas. Non. La chose, je pense pas. Ok. Si lui, il cherche à nous brouiller, comment on se défend face à ça? Si lui cherche à nous brouiller, ça va être difficile de contrer ça. À l'heure actuelle, il faudrait se déplacer, il faudrait éviter la zone. D'accord. Il n'y a pas de solution miracle contre le brouillage ennemi. Et donc, il reste aussi la déception, c'est de se faire passer pour quelque chose à quoi ne s'attend pas l'ennemi. Ouais, donc la meilleure défense, c'est l'attaque également en électronique. Maintenant, sur la partie renseignement, donc on a parlé attaque électronique, défense électronique, renseignement électronique. Là, j'imagine que c'est le côté interception dont vous avez parlé. C'est ça. On dit souvent interception et localisation. Donc, Ah oui. avec du matériel qu'on dit passif, en fait, on absorbe les ondes, on peut obtenir des communications. C'est souvent ce qu'on avait dans la manière de faire au Sahel. On avait Ouais. accès à des communications qui étaient analogiques, qui n'étaient pas sécurisées. Désormais, si on prend l'exemple de la guerre en Ukraine, c'est plus de la localisation. C'est-à-dire qu'on a l'émission et on Ouais. sait que globalement, elle est au nord, à l'est, à l'ouest, etc. Et donc, ça permet ensuite de donner une cible L'artillerie. à l'artillerie, aux hélicoptères. D'accord. Et ça, c'est quand vous dites on arrive à les localiser, ça prend combien de temps? C'est rapide? Quel est le délai quelque part on parle aussi de délai d'impunité en la matière. Le temps qu'on met pour localiser et pouvoir faire le tir artillerie dont j'ai parlé. Alors, en guerre électronique, on a une réponse un peu magique. On dit que ça dépendra de la puissance de l'ennemi, ça dépendra d'où on est, ça Ouais. dépendra si on est dans des creux où il y a des forêts face à nous. Donc, je pense que sur un champ de bataille saturé comme en Ukraine, ça peut aller très vite. Et c'est-à-dire, c'est quoi? C'est un quart d'heure? Si on a les bons outils, qu'on est dans la portée de l'émission, ça peut être quelques secondes. Ça peut être instantané. Voilà. Et donc derrière, quelque part, le temps de ce fameux délai d'impunité, c'est plutôt la transmission et le couplage En fait, c'est avec ça. l'artillerie ou C'est ça l'objectif, c'est d'avoir par un pion une direction, par un autre pion une autre direction, et là on confirme la position. Et il faut la transmettre rapidement ensuite aux unités. Et L'artillerie. vous venez de dire saturation. Est-ce que on ne peut pas penser qu'aujourd'hui, il y a tellement de bruit, tellement d'émetteurs, tellement de messages, qu'ils soient militaires ou civils, que ça complexifie votre travail? Ça, vous le ressentez, ce côté nuisance autour des émissions radio militaires? Alors nous, on n'a pas été déployés sur le champ de bataille. Maintenant, à la lecture des retours d'expérience, on sait que c'est saturé. On prend l'exemple de l'Ukraine, c'est saturé parce que tout émet en permanence, à tout niveau, des ondes haute fréquence jusqu'aux ondes satellitaires, donc en fait tout ce qui communique. Et donc là, l'orientation, un des objectifs pour nous, c'est d'utiliser de l'intelligence artificielle Ah ouais. en fait pour lui dire à quel signal, à quoi il correspond, quelle est sa signature, et donc dans un environnement hyper brouillé, D'accord. hyper dense, de détecter encore plus vite que l'oreille humaine quand il y a une émission dans la gamme qui nous intéresse. Donc là, il y a un emploi immédiat, concret, pratique de l'intelligence artificielle. Tout à C'est fait. quelque chose que vous projetez de développer ou c'est déjà en activité? C'est quelque chose qui est en cours. C'est un Ouais. projet en cours qu'on mène avec l'Agence ministérielle de l'intelligence artificielle de Ouais. défense, donc qui est Dont spécialisée d'ailleurs, pour ça. j'ai interviewé son directeur. Je vous recommande l'épisode. Ouais, très bien, j'irai le voir. Et justement, ça fait un an et demi qu'on travaille avec eux et on espère bientôt avoir un premier produit opérationnel. D'accord, donc là, c'est en construction et l'idée, ce serait en interne développer le produit. Vous ne vous associez pas à une entreprise, une start-up?
Ce serait en interne, ouais, Ouais, effectivement. c'est en interne. D'accord, donc d'abord avec ce premier emploi, de discriminer finalement à l'intérieur de tous les messages, à l'intérieur de toutes les fréquences, discriminer celle qui vous intéresse, c'est là que l'IA sera utile. C'est ça, il faut voir, encore une fois, si je prends la bande FM, vous avez le curseur rouge qu'on tournait avant à la Ouais, main. ouais, ouais. En fait, là où l'oreille humaine ou l'opérateur aguerri de l'armée de terre, à la longue, sait détecter les sauts, Ouais. l'intelligence artificielle ira encore plus vite et saura identifier encore plus vite donc les pics qui nous intéressent dans les gammes qui nous intéressent. Ouais. Là, vous avez des exemples d'innovation ou de procédés en termes de brouillage électronique qu'on a observés en Ukraine qui sont vraiment révolutionnaires ou complètement nouveaux? En termes de brouillage, rien de révolutionnaire, simplement, depuis 2022, ça s'est répandu sur tout le champ de bataille. Et comment dire? Et désormais, ça n'est plus à l'échelle de, comme ce qu'on avait encore dans l'armée française, d'un grand véhicule pour une grande zone. Ça commence dès le fantassin, dès le Ah oui. combattant sur le champ de bataille qui a son brouilleur de poche, qu'il a pu bricoler grâce à des tutos récupérés sur les réseaux sociaux, qui après vont être portés à l'échelle par l'économie ukrainienne. Mais en fait, il faut voir que le brouillage désormais est partout, du combattant au groupe, donc 7 personnes, à la section, à une vingtaine de personnes, voire à des zones plus larges. Donc ça, c'est vraiment la modernisation de la guerre électronique sur le champ de C'est bataille. qu'elle est partout, tout le temps. Le brouillage est en permanence, et d'ailleurs régulièrement, comme ça brouille des deux côtés, chaque camp, à un moment donné, cesse son brouillage pour lancer ses drones. Mais alors justement, j'allais vous demander, le brouillage dont vous parlez, qui est presque délégué jusqu'au plus bas échelon, il n'est pas tellement pour brouiller les communications, il n'est pas tellement pour brouiller les messages, on va dire audio, il est plutôt pour brouiller les signaux par lesquels on pilote des drones, non? Désormais, c'est ça. Le brouillage est orienté contre les drones. Et Ouais. d'ailleurs, à tel point qu'on a vu apparaître, vous l'avez peut-être vu également, des drones par fibre optique, qui Ouais, sont bah, reliés c'est ce par qui câble. domine Voilà. d'ailleurs Alors, ce qui domine, le terrain. on reste encore à peu près à 15-20% sur le champ de bataille, Ouais. mais ça augmente. Pour l'instant, le brouillage contre les drones reste le moyen le plus efficace de s'en protéger. D'accord. Et ça complexifie votre travail, ce brouillage qui est dirigé, j'imagine, sur les appareils plutôt que sur les communications humaines. Et ma question là, c'est au milieu des attaques des procédés dont on a parlé, attaque, défense, renseignement, est-ce que votre métier, ça va pas être justement se concentrer sur la menace drone? Nous, pas forcément, pas que. Il y a les drones, mais ça reste la menace dont d'ailleurs on entend le plus parler. On associe les drones à l'Ukraine, mais on est obligé de rester concentré sur tout le reste. Ouais. Donc, vous avez vu, par exemple, l'utilisation de Starlink sur le champ de bataille, Ouais. ça en fait partie aussi. Donc, on ne peut pas se limiter qu'aux drones. Et Mais ça veut dire, là, vous savez brouiller un Starlink? non, pas encore. Actuellement, on n'a pas la technologie. Non, non, on y travaille. L'armée de terre y travaille activement, le ministère des Armées, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Elle existe chez nos adversaires, elle a été développée? Je ne sais pas. Ouais, on ne sait pas. Parce que là, je crois que j'ai vu qu'en Russie, ils ont ce sujet d'avoir Starlink qui a été coupé, mais par le service même. Mais eux-mêmes essaient de travailler à couper le Starlink de l'ennemi. Et à mon sens, ça n'a pas été développé. Mais c'est un sujet sur lequel vous bossez. C'est un sujet que désormais, quand on parlait encore une fois d'émissions, on sait que les forces armées de la Fédération de Russie ont rajouté à un moment donné des modems Starlink sur leurs drones. Et tout récemment, le ministère de la Défense ukrainien a annoncé qu'ils avaient ajouté des cartes SIM. C'est-à-dire que grâce au relais téléphonique, donc encore une fois grâce à des ondes, ils pilotent leurs drones au plus près de la ligne ukrainienne. Est-ce qu'on peut dire que cette compétence, cette expertise électronique, elle devient la reine du champ de bataille à la lumière de ce que vous venez de dire en termes sur Starlink, sur les drones? Je pense que c'est en deux temps. D'abord, oui, parce que on l'a vu dès les premiers mois en 2022 de l'attaque russe. Et d'ailleurs, les unités de guerre électronique ukrainiennes ont été les premières touchées. Ouais. Maintenant, on voit qu'aussi très vite des solutions, des réponses se mettent en place. Et encore une fois, je prends l'exemple du brouillage. À force d'être brouillées, les forces russes ont utilisé de la fibre optique. Beaucoup de fibres, ouais. Et désormais, les forces armées ukrainiennes, pour arrêter les drones, ne misent plus seulement sur le brouillage, mais désormais sur des actions cinétiques. Donc en fait, on a des capteurs, des caméras vidéo classiques, des équipes mobiles et des drones prêts à répondre. Donc on a de la guerre électronique, mais elle évolue en permanence. Elle est taquinée en permanence. Et pour ceux qui ne voyaient pas la différence entre les drones par fibre optique et électronique, c'est que les drones par fibre optique ils sont filoguidés, c'est vraiment un fil qui est connecté à son opérateur. À quoi ça ressemble un brouilleur que porte un soldat ukrainien sur le terrain? Là, je n'ai plus l'image en tête, mais il faut se dire que
Ça doit être à peu près d'une vingtaine de centimètres, un peu Parce que plus. moi, j'ai en tête forcément moi, j'ai une expérience maintenant opérationnelle qui est un peu datée, mais sur les véhicules, pour moi, les seuls brouilleurs auxquels j'ai eu accès, c'est ceux qui étaient sur nos VAB, sur les véhicules de l'avant-bradé. Quand même quelque chose d'assez, un matériel assez imposant. Là, il y a une miniaturisation de ce type de technologie. Oui, mais pas pour le même emploi, effectivement. La puissance est moins Eh importante. oui, c'est bien Voilà. sûr une En question de fait, puissance. donc la taille, je ne l'ai pas en tête, mais ça fait partie de son équipement. Ouais. Donc quasiment chaque soldat, il va avoir ses brouilleurs et c'est un équipement qui, en tout cas dans cette guerre, il est stratégique. C'est ça, que ce soit au niveau du soldat ou de groupes plus importants. Ça me permet de vous interroger sur votre propre expérience opérationnelle. Je sais que non seulement vous faites partie de cette unité qui teste, qui développe, qui analyse ces matériaux, ces matériels destinés à brouiller, intercepter, localiser, et en même temps, vous en avez déployé sur le terrain. C'était quoi votre mission quand vous êtes parti en opération extérieure au Mali, vous m'avez dit au Niger? C'était quoi votre mission sur ce terrain? Moi, j'ai eu deux missions différentes quand j'étais encore lieutenant. La première, j'étais adjoint d'un centre d'interception. Donc, on Ouais. avait en permanence des interceptions sur tout le Sahel. Donc là, vous êtes posté à un endroit, disons il y a une base, on ne dira pas où. Vous êtes sous tente et vous avez tous ces matériels qui permettent de intercepter, brouiller. C'est vraiment comme ça qu'il faut le visualiser. C'est ça. Alors là, il n'y avait pas de question de brouillage, mais c'était de l'interception. Ouais, pure donc- interception, d'accord. Et donc, on avait des analystes, des gens qui savaient décrypter ce qu'on recevait, des linguistes, parce qu'on était sur notre continent, et aussi des opérateurs de guerre électronique qui, eux, pouvaient aller sur le terrain si nécessaire. Vous cibliez quoi? Toutes les cibles que nous donnaient nos chefs. Donc là, c'est intercepter des messages entre des chefs de groupes armés terroristes, des choses comme ça. Des messages, et on pourrait dire aussi des métadonnées. Donc, Ça veut dire quoi? c'est-à-dire, en fait, tout ce qui... C'est pas forcément le contenu, mais des dates D'accord. d'appel, etc., etc. D'accord. Et puis la partie de localisation dont vous parliez tout à l'heure, vous avez un exemple, un moment où vous avez intercepté un message à haute valeur ajoutée ou une métadonnée importante? J'en ai plusieurs. Maintenant, devant la caméra, je ne pourrais pas aller plus Ouais, loin. qu'est-ce que vous mais pouvez nous dire alors? simplement que telle cible suivie depuis longtemps avait été enfin identifiée à l'endroit qu'on espérait. Et donc là, c'était le fruit d'un mois de travail à peu près pour toute l'équipe. Donc ça venait un peu comme une récompense. Pourquoi ça prend un mois? C'était quoi le travail derrière tout ça? Parce que à l'époque, les groupes armés djihadistes avaient l'habitude, en fait, avaient adapté rapidement leur mode d'action Ouais. par rapport à l'armée française, et donc étaient plus insaisissables. Et ils s'adaptaient comment? Ils s'adaptaient en réduisant au maximum en fait leur Eh oui, en communication. fait, ils réduisaient les communications, d'accord. Et donc là, c'est quelqu'un a fait une erreur, quelqu'un a sorti son téléphone au mauvais moment et vous l'avez chopé? Non, c'est que... Alors, est-ce que c'est une erreur? Je ne sais pas. En tout cas, il a communiqué. Mais vous dites ça a pris un mois. Quelle a été la progression pendant ce mois de vos opérateurs? C'est que ce chef communiquait peu et communiquait par ses adjoints. Donc, D'accord. on suivait ses adjoints. On connaissait ses lieux de déplacement. Et à un moment donné, dans un lieu auquel on ne s'attendait pas, on a vu la communication. Comment on rattache une onde à une personne? Comment on rattache une onde à une personne? C'est parce qu'on y ajoute des éléments techniques. Par exemple, votre téléphone a Ouais. plusieurs numéros. Le Ouais. boîtier de votre téléphone, la carte SIM et le numéro que vous faites en appelant. Donc tout ça, on va dire que ce sont des labels en plus pour l'onde. En fait, vous parlez tout à l'heure de métadonnées. Quand l'onde est transmise, elle emmène avec elle ces numéros? Elle emmène avec elle ses numéros pour le téléphone et pour la guerre plus classique, par exemple par talkie-walkie, elle a une signature très précise sur nos analyseurs en fait. On Ouais. sait que tel mode de communication ressemble à peu près à tel pic dans telle gamme donnée. Donc là, c'était un Toki que vous avez intercepté. C'est ça. Et il se passe quoi dans le centre d'interception à ce moment-là, quand vous avez l'information? En fait, ça part de rien parce qu'en permanence, on a des comptes rendus de nos subordonnés. Et là, en fait, parmi tous les comptes rendus, on se rend compte que celui-ci est plus important que les autres. Donc, on fait remonter et on va dire que la salle se fige un peu. Parce nous, après, on met l'information à disposition du chef du centre. Mais l'attention se fige, ouais, c'est ça. Visuellement, ça ressemble à quoi? Parce que j'ai en tête pas mal de films où, et je pense que c'est complètement faux, mais où on voit à l'écran un zoom sur la position qui finit par se resserrer à une coordonnée très précise. Est-ce que ça ressemble à ça quand c'est de la localisation que vous réussissez à intercepter? Oui, mais pas tout de suite. C'est-à-dire que d'abord, on a des coordonnées. Mais ensuite, après, effectivement, on peut demander l'appui d'un drone. Donc, c'était le cas
pour D'accord. obtenir peut-être une confirmation de la position. On envoie le drone sur place, il y a confirmation si c'est bien la cible ou non. Et derrière, vous, là, vous avez transmis l'information. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu élimination? Pour celui-ci, ça aboutit à fouille de la zone, mais l'individu n'était pas là. Donc, vous savez à quoi conduit votre renseignement. Vous avez le suivi des actions qui sont menées ensuite par le reste de la force? Oui, oui, en fait, il faut se dire que ce sont plusieurs salles de travail, dont un open space, en petit nombre. Donc on sait les conséquences de nos actions. C'est important parce que moi, je trouve qu'une des parts difficiles de votre métier, quand on est lié au renseignement, c'est que souvent, on ne connaît pas les conséquences de son travail, on n'a jamais vraiment les conséquences de son action. Donc, c'est une question qui me paraît importante et sur laquelle, d'ailleurs, on reviendra à la fin de l'interview sur la partie commandement, parce que je crois que, enfin, je comprends dans ce que vous dites qu'il y a un style de commandement approprié qui doit être mené pour les opérateurs dont vous avez la responsabilité. Quand vous partez sur le terrain, ça signifie que vous êtes, comme là vous venez de le décrire, en première ligne, au sein d'un dispositif d'infanterie, de cavalerie, interarmes, au plus près de l'ennemi. On peut déployer sur le champ de bataille, ça a été beaucoup le cas en fait au Sahel. On était imbriqués dans des unités de l'infanterie et cavalerie. Désormais, si on est déployé à l'Est, ça sera le cas à nouveau, mais également tout le long du champ de bataille, c'est-à-dire au plus près de l'action et en arrière, parce que en arrière, on aura des moyens puissants d'interception, et au plus proche, on aura d'autres moyens plus légers, plus mobiles. Tout en sachant qu'aujourd'hui en Ukraine, une des caractéristiques, c'est la désanctuarisation du champ de bataille, que ce qu'on appelle l'arrière, c'est un nouvel avant, et que les mêmes risques existent. Donc j'imagine qu'il y a une partie aguerrissement, et que vos spécialistes au sein de la guerre électronique, c'est aussi des soldats, des combattants. C'est aussi des soldats et des combattants. Nous sommes experts, mais nous sommes aussi capteurs de renseignements, et donc nous devons rester opérationnels comme tout le monde. Comment vous vivez ce rôle et cette fonction dans le renseignement? Là, vous êtes masqué, il y a toute une partie de votre métier dont vous ne pouvez pas parler. D'un point de vue personnel, c'est quelque chose auquel vous étiez préparé, ça vous pèse? Comment vous le ressentez? Mon père travaillait dans le renseignement, Ah, il d'accord, était militaire également. Il était où? Il était dans une unité qui était avant le 2e régiment du hussards. C'était du recueil de l'information. Ok, un autre régiment du renseignement. Voilà, un autre régiment du renseignement. Mais donc, à son contact, au moment où moi je voulais m'engager, j'ai beaucoup été nourri par cette culture, donc c'est pas une découverte. Et je suis d'un naturel assez discret, pas taiseux, mais discret, donc c'est pas une difficulté au quotidien. Ok, et ça veut dire que dans votre milieu familial, vous pouvez quand même raconter votre métier, ce que vous faites? Oui, en fait, comme je le fais avec vous, comme je l'ai fait il y a une demi-heure en parlant en grossissant, en simplifiant la guerre électronique, mais parce que j'aime quand même que les choses soient concrètes. Et on peut dire qu'on fait de la guerre électronique sans aller dans le détail, effectivement, pour que ce soit, je pense, concret, parlant pour nos proches. Vous m'avez parlé des interceptions que vous avez faites en opération extérieure, notamment au Sahel. Quand vous vous entraînez en France, en métropole, vous cherchez à intercepter quoi? Quelles sont vos cibles? Comment vous jouez cet entraînement? Si c'est en métropole, c'est toujours dans le cadre d'un exercice. Donc en fait, on joue la guerre électronique ennemie face à n'importe quelle unité de l'armée de terre. Une autre unité Donc ça reste des ondes haute fréquence, donc pour des grands postes de commandement, pour les grands chefs, et puis on va dire du talkie-walkie. Vous diriez qu'on est bon en interne sur la sécurité de nos transmissions? Oui. On a des outils... Vous n'êtes pas obligé de me dire oui. Non. C'est vraiment votre ressenti. Parce que, par exemple, c'est un sujet qui n'a rien à voir, mais je viens de voir passer pas mal de dépêches sur cyberattaques, sur certains services de l'État, etc. Enfin, on a l'impression, comme Français, parfois, de voir beaucoup de ces attaques, et on se dit qu'il y a peut-être un certain amateurisme. Est-ce que vous trouvez que sur la partie transmission, sécurité électronique, qu'on est bon à l'intérieur de l'institution? Oui. Je pense pour les communications à grand flux, donc comme je vous disais, là où en revanche il faut peut-être faire attention, mais on l'a vu récemment, c'est sur la question des objets connectés, la question de Strava sur un porte-avions. Alors, typiquement, moi je suis en opération, je porte ma montre électronique, ça c'est une chose que vous pouvez détecter? Oui, mais il faudrait être à proximité pour intercepter. Ah ouais, c'est uniquement très très proche. Oui, les montres, les lecteurs de cartes et... les lecteurs de cartes? vous savez, le sans contact. Ah oui, d'accord. Le Donc sans sur le contact, téléphone, en fait, émet aussi des ondes. Voilà. Mais tout ça sans contact peut trahir votre position. Alors, il faudrait être vraiment très, très proche de vous. Donc, c'est pas... on ne travaille pas sur ça actuellement. C'est combien de mètres? C'est moins d'une dizaine de mètres.
Ah ouais, c'est faut moins d'une vraiment- dizaine de mètres. Voilà, le Bluetooth, pareil, peut être intéressant, mais il faut être très proche. Mais ça émet quand même une signature. Le Bluetooth, vous prenez l'exemple de vos écouteurs sans fil. En fait, vous le voyez, vous allumez vos écouteurs sans fil, il établit une communication avec votre téléphone. C'est Ouais. une onde, c'est une forme d'onde. Et oui, d'accord. Et donc, par exemple, là, ce que je vois, moi, en termes de... Ils appellent ça comment? Les Imri Catchers, c'est ce type de matériel qui permet de détecter un écouteur, un téléphone, une montre. Alors, ce sont des IMSI catchers. IMSI Catcher, pardon. Non, je vous en prie, IMSI, c'est parce que c'est la carte SIM. C'est le numéro de téléphone, D'accord. le numéro de carte SIM. Et non, eux visent les téléphones, pas la partie Bluetooth ou objet connecté. Ça fait partie des matériels que vous avez en dotation. Ça fait partie des matériels qu'on a en dotation. Et vous en avez d'autres que vous avez testés, développés, Non. peut-être de plus longue. Non, c'est vraiment ce type-là de matériel que vous avez. Mais c'est ça que vous aviez sur le terrain. Tout à l'heure, vous disiez, vous avez détecté des communications avec des djihadistes. C'est ce type de matériel? Sur le terrain, non. On est encore sur du matériel d'interception assez classique. Parce que D'accord. nos cibles, ce sont des grands postes de commandement ennemis, donc qui ne sont pas sur du téléphone. Ouais, vous vous intéressez pas tellement à des communications individuelles? Non. Donc, et je reviens sur la partie sécurité des transmissions. Donc, tout ce qui est grande émission, CO, etc., vous trouvez que les armées françaises, on est plutôt compétents en la matière? Mais à mon humble niveau, de mon expérience... Ouais, je cherche pas à vous faire dire qu'on est les meilleurs du monde. Non, hein, non, c'est mais pas le- je trouve... J'ai envie d'avoir quand non, même je le trouve comparatif. je trouve qu'on est assez robuste. Oui, effectivement. Qui sont les meilleurs dans ce domaine? Là, je ne pourrais pas vous le dire. Ouais. Je pense que, quoi qu'il en soit, au sein de l'OTAN, les membres de l'OTAN, les grandes nations de l'OTAN, je pense, se débrouillent bien. Mais je ne peux pas m'avancer plus que ça. Est-ce que les matériels que moi j'ai eu en dotation, PR4G, etc., c'est toujours à jour en termes de défense électronique ou ça commence à être obsolète? Le PR4G a quelques failles. Nous, on peut l'intercepter. Ouais. Mais en fait, mais en même temps, ça a été amélioré. Donc, c'est plus difficile maintenant. Il faut une armée conventionnelle d'assez haut niveau pour intercepter ce type de communication. Et jusqu'à présent, sur les théâtres sur lesquels on a été déployés, on n'avait pas forcément ce type de menace. Effectivement, face à des groupes djihadistes au Sahel, c'était inexistant. Ouais. Si c'était comme en Ukraine, je pense qu'il faudrait être encore plus exigeant et prudent dans la sécurité des communications. Parce que là, on aurait en face des moyens énormes, que ce soit sur camions ou véhicules plus légers, qui permettraient d'intercepter les émissions. Est-ce que vous avez déjà intercepté des émissions que vous n'étiez pas supposé entendre ou écouter? Je ne pense pas. Maintenant, comme nous sommes une unité d'expérimentation, on a un mandat sur le territoire national, donc tester le matériel. Et il se peut qu'en testant le matériel, on intercepte en plus de la cible qu'on visait, des communications. Mais quoi qu'il en Des soit, communications civiles? des communications civiles, sauf que c'est régi de près par une loi renseignement. Et donc, à la fin de l'exercice de l'expérimentation, on détruit les données. Et tout ça est suivi de près au plus haut niveau. Et là, c'est pas vous qui avez la communication dans le poste, c'est vos opérateurs qui, eux, C'est sont ça. chargés de recevoir le signal. Vous les commandez. C'est ça. Et d'ailleurs, vous n'avez pas du tout de formation à la base dans ces domaines. Je sais que vous avez fait du droit, c'est ça? Oui, tout à fait. J'ai fait 5 ans de droit et j'ai préparé le concours d'officier sur titre pour aller à Saint-Cyr grâce à mes 5 années en droit, en fait. Ouais. Et donc, je suis arrivé en 3e année à Saint-Cyr. Donc, officier sur titre, c'est diplôme. C'est ça. Est-ce que quand on arrive dans une unité, on peut commander au titre? Moi, je pense qu'on peut. Et pas moins que ceux qui sortent de classe préparatoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est formé. On est quand même formé à Saint-Cyr. Et je pense que vous le savez autant que moi. Et même si c'est différent d'être formé à Saint-Cyr, parce que souvent on commande ses camarades, donc c'est pas toujours le positionnement est délicat. Et puis en fait, en plus des 2 ans de formation, quand vous arrivez sur place, eh bien vos subordonnés vous obéissent. Ouais. En tout cas, ils partent du principe que vous êtes un mon chef. À vous ensuite de ne pas les décevoir. Mais tout ça fait que malgré le stress du premier jour, que vous avez peut-être connu aussi, malgré le petit stress quand on arrive en août, si on ne doute pas de soi, si on ne doute pas trop de soi, en fait, le commandement vient naturellement. Et notamment avec de l'écoute et de la confiance. Ouais, j'ai vécu la même chose parce que j'ai l'impression que ces doutes dont vous parlez, on est les seuls à les avoir, au moins a priori. La troupe devant laquelle on se présente et dont on nous remet le commandement,
elle a un bon a priori en fait de ses chefs et elle est déterminée à leur obéir. Et après, par contre, c'est là où on doit se prouver, et c'est là où on doit répondre à un certain nombre de rendez-vous. Vous l'avez dit sur l'écoute, sur la confiance. Pour moi, quand on est dans le génie ou dans l'infanterie, c'est pas de loose topo, Ouais. ne pas se perdre avec la carte. Vous, ce serait quoi votre loose topo quand on arrive dans une unité telle que la vôtre? Sur quoi vous êtes attendu? Je pense qu'en guerre électronique, c'est quand même d'en connaître un peu. Enfin, il faut connaître un petit peu du domaine, ça paraît une évidence, mais c'est quand même beaucoup plus technique, je pense, Ouais, que que lire une carte. que lire une carte. Ça, c'est sûr. Et donc on est formé pour. Et je pense que c'est pas tellement dans les premiers jours, parce qu'on nous accorde le bénéfice du doute. C'est peut-être au bout d'un an ou deux, si en fait on sait toujours pas ce que c'est la guerre électronique, on sait pas, connaît pas les matériels qu'utilisent en fait nos subordonnés. Je pense que là, c'est la loose topo dont vous parlez. Donc votre recommandation, c'est de devenir expert du domaine dans lequel vos hommes se spécialisent? Pas forcément expert, mais bien connaître. De toute façon, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps quand on commande de se plonger dans le détail, mais de bien connaître en fait, pour bien orienter, pour donner les bons ordres, et aussi ne pas se faire berner parfois. Ah oui, ça veut dire quoi ça? Mais c'est que, et c'est humain, on peut parfois être mal orienté par des subordonnés sur le plan technique parce que ceux-ci ont d'autres objectifs en tête. Donc, Ouais, et c'est vrai. puis typiquement, je pense à une chose très concrète. Une tâche, si on connaît pas le délai de réalisation, Exactement. c'est hyper dur de donner un ordre. On peut pas lui dire fais-moi ça avant lundi si on sait pas si ça prend 3 jours ou si ça prend 5 minutes. Et moi, ça m'est arrivé. Hein, on se fait enfumer par un subordonné qui, pareil, moi j'ai commandé des spécialistes donc sur tout ce qui est génie, déminage, dépiégeage. C'est important, comme vous le dites, de connaître un minimum sur leur métier, pas forcément pour un problème de confiance dont on vient de parler, mais tout simplement déjà s'intéresser à eux, connaître leur spécialité, et puis surtout pouvoir donner des bons ordres avec les bons délais, leur donner les bons moyens. Donc c'est important, je suis d'accord. Est-ce que ce commandement de spécialiste demande une manière différente de commander que commander par exemple un fantassin? J'ai l'impression, en discutant avec mes camarades, quand ils étaient lieutenants et maintenant capitaines, j'ai l'impression que c'est un petit peu différent, mais pas de 30. On a quand même plus en guerre électronique de bacheliers. On a des gens qui ont fait un peu plus d'études que Ouais. dans d'autres spécialités. Maintenant, à la fin, moi, je trouve qu'on retrouve les principes du commandement. Donc, en fait, de connaître le métier, on l'a dit, de s'intéresser à ses subordonnés, de leur montrer qu'on s'intéresse, de leur faire confiance. Tout ça, c'est ce qu'on retrouve dans toutes les spécialités. Comment on fait pour les engager dans un combat qui finalement n'est pas le leur? Ils sont là pour donner des localisations à d'autres. En fait, le cas n'est pas si isolé que ça. Je pense aux artilleurs. Oui, c'est vrai. Je prends l'exemple de l'artilleur. À part l'observateur, il est à côté de son canon, il met sa pièce, il reçoit son ordre, Ouais. et il tire sans connaître son ennemi. Donc, finalement, et ça on le retrouve dans beaucoup de témoignages, que ce soit de la littérature ou du cinéma ou de grands hommes, il y a le sens du devoir, et puis il y a aussi la camaraderie. Parfois, Ouais. on poursuit parce qu'on est bien entouré, parce qu'on a envie de continuer avec ces gens-là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'amour du métier, l'amour de la machine, de la mise en place de ces compétences techniques? J'oublie ce point-là, effectivement. Si, on a beaucoup de jeunes gens en France passionnés qui aiment avoir les mains dans la technique, justement. Ça, c'est ça le profil de vos soldats? C'est des gars qui sont passionnés par les émissions radio, par toutes ces choses-là? C'est ça, et même, j'irai plus loin, on a des gens passionnés par les émissions radio, qui sont radio-amateurs dans le civil. Le week-end, Ah ouais? ils allument des postes et ils interceptent des quatre coins du monde, qui font du morse. On en a qui développent des logiciels, on en a qui font des des circuits électroniques, qui arrivent à graver, à faire de l'impression 3D. Et on a des gens qui sont aussi menuisiers et chaudronniers. Donc en fait, on a plein de passionnés qui, en plus du boulot, parfois le soir, travaillent pour des projets perso et que parfois ils nous proposent. Et ça peut nous intéresser. Vous avez eu des soldats qui, justement, vous ont proposé, vous ont amené une innovation, une technologie, une technique qu'ils ont développée dans leur garage? En fait, c'est vraiment notre mission. J'avais dit au début qu'on expérimentait du matériel, on innove. Et donc, c'est très fréquent que Ah oui. souvent, on a un sergent-chef, un sergent, un adjudant qui a conçu un logiciel, qui a récupéré telle information en ligne, qui a conçu un petit matériel et qui nous le propose. Et après, nous, on voit si on peut en parler au chef, si on peut l'étoffer, si on peut le faire en plusieurs exemplaires. Ça, c'est pour moi une part importante du commandement. Comment on fait pour encourager cette initiative? Comment on fait pour encourager nos opérateurs à ne pas se limiter à leurs quelques heures par jour à travailler sur du matériel qu'ils ont déjà, mais aller dans leur garage, tester des choses, faire de la radio amateur? Comment on encourage cette initiative et l'innovation qui nous vient de nos subordonnés? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'abord le climat. Et chez nous,
nous sommes un peu moins de 80. Un peu comme une petite famille, une ambiance particulière où les chefs disent n'hésitez pas, en plus de votre travail, à créer, à bidouiller, ça stimule. Et je pense que le deuxième point, après le climat de confiance, c'est la communication, de savoir mettre en avant, mettre en lumière ce qu'ont fait ses subordonnés. Pas forcément à un grand niveau, mais que déjà au sein de l'unité et à des extérieurs, montrer ce qu'on a réussi à faire et qui tient en fait la route. Donc je m'appuierai sur ces 2 points. Et c'est ce qu'on fait aussi dans Quartier Libre, on met en lumière des métiers comme le vôtre. La devise de votre unité, qui je trouve est super intéressante parce qu'elle peut amener des questions sur le commandement, qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent. Ça vient d'où? Pourquoi c'est la devise de votre unité? Et quelles conclusions vous en tirez sur le commandement? C'est une citation latine, donc je n'ai plus... Je l'ai lu aussi et je serais incapable de la prononcer. Mais l'idée générale, c'est que peu importe de ne pas être aimé, le but, c'est qu'à la fin, on reste un ennemi craint, en fait. Ça situe bien l'adversaire. Enfin, face à l'adversaire, en fait, on sait qu'on a les capacités de lui répondre. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Est-ce que ça marche avec vos équipes? Qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent? Non, je pense que cette image du commandement, pour moi, n'a pas vraiment existé, ou alors elle n'a jamais été très répandue. Et on est plus, je suis sur un commandement d'écoute, de confiance, de détente aussi, loin de la haine. Loin de la haine Ouais. et loin de la crainte. Et en même temps, il y a aussi des moments où, quand on est chef, on n'est pas là pour se faire aimer. Exactement. Il y a des moments où on est disponible. Certes, on croule sous les missions, on a une mission supplémentaire, les gens n'ont pas été chez eux, mais là, on sent, malgré tout ce qu'on avait dit avant, qu'ils pourraient se reposer, qu'il faut qu'ils repartent, il faut qu'ils refassent telle expérimentation. Et donc, à ce moment-là, on ne cherche pas à être aimé. Vous avez dit que vous avez parmi vos soldats des bidouilleurs, des gens qui proposent des idées. Est-ce que vous avez un exemple d'un appareil, une technique, quelque chose qu'on vous a remonté, qui aujourd'hui est utilisé sur le terrain? Oui, l'année dernière, il y a 1 an et demi, on a participé à un exercice en France. Et donc, on a une idée qui a germé très vite et qu'on a... Donc, la personne qui a eu l'idée n'est pas informaticien. En revanche, on s'est tout de suite rapidement dit que ça pouvait être intéressant. Et donc, en fait, on a une application avec un smartphone et une poignée d'antennes. En fait, vous avez un smartphone, une petite radio numérique et des antennes. Vous rentrez une fréquence donnée, mais une fréquence plutôt de type talkie-walkie. Ouais. Et en fait, sous forme de boussole, on vous indique d'où vient l'émission. D'accord. Et donc ça, c'est un développeur, un sous-officier développeur de chez nous, qui a été missionné là-dessus. C'est pas lui qui avait eu l'idée. Et en 1 semaine ou 2, on avait le logiciel, on avait acheté le matériel et on déployait sur l'exercice Diodor de l'armée de terre l'année dernière. Et pour quelle application? Pour quelle application? En fait, pour des unités d'infanterie de cavalerie. Être guidé dans... C'est ça, en fait, qui détecte des fréquences. Donc ça, c'est un autre matériel qu'on a fabriqué, qui détecte une fréquence ennemie. Donc d'abord, elles savent tout simplement que dans la zone, ça émet. Et ensuite, avec le deuxième matériel qu'on venait de faire, elles rentrent la fréquence sur l'Android, sur le téléphone Android, et la boussole leur dit plus ou moins où est la menace. Ah, excellent. Et ça, c'est du low-tech, quoi. Ça coûte pas cher, c'est fabriqué main, quasiment. Ça, c'est du low-tech. L'application dont je vous parle, c'était 1000 € à peine. Ouais. Voilà. Et l'autre matériel, c'était une dizaine de milliers d'euros. Ça, c'est la qualité qui vous vient le plus à l'esprit sur le soldat de la guerre électronique. Il doit être bidouilleur, il doit être bricoleur. Il doit être bidouilleur, oui, effectivement. Et je pense qu'il doit être capable de parler de lui aux autres spécialités, de parler de sa spécialité aux autres. Ah oui, pourquoi? Parce que ça reste un domaine quand même toujours un petit peu obscur. Ouais. Et c'est comme, moi je pense beaucoup à mes camarades de transmetteurs. Quand tout va bien, on les remercie pas. Quand tout va mal, on leur jette des pierres. C'est quelque chose que vous ressentez aussi en Garelec? J'ai moins l'impression. Ouais. Ouais, c'est peut-être un peu moins exposé. Si vous aviez un message à adresser à un jeune qui est bricoleur, qui est bidouilleur et que vous voudriez recruter dans votre unité, ce serait quoi? Moi, ce serait que si vous aimez bricoler, si vous aimez concevoir des logiciels, vous faites des cartes électroniques, bref, si c'est ça qui vous branche, venez à la 785 parce qu'on recrute. Donc le 785e régiment de guerre électronique. Compagnie de guerre électronique, pardon. Merci, mon capitaine, d'être venu et puis de nous avoir expliqué tout ça. C'était un plaisir. Allez, à la prochaine.
Merci d'avoir passé ce quartier libre avec nous. Si cet épisode vous a plu, je vous en recommande un autre. C'est avec un opérateur, lui sur le terrain, chargé directement d'écouter l'ennemi. Ça s'appelle « Jusqu'où peut-on aller pour traquer l'ennemi ?» car il m'a raconté avoir entendu des discussions entre un djihadiste et leur famille. Il m'a raconté son ressenti. Donc donnez-moi des nouvelles et à bientôt, camarades. Armée de terre, peux-tu le faire? Pour le savoir, s'engager.fr. L'armée de terre recrute 16 000 soldats et 5 000 réservistes par an et forme à plus de 100 métiers.